Voilà, donc ce sera le blob sur petit écran, en fait. Grande mythologie de la maison dévorante, on va juste intervertir les adjectifs et ça marchera aussi bien. On va commencer par rappeler rapidement ce qu'on a vu la dernière fois pour tisser quand même la continuité du séminaire. En fait, ça s'est axé sur deux points majoritairement. D'abord, que l'informatique n'était pas un outil, mais un médium. C'est-à-dire qu'il ne servait pas seulement à dessiner des maisons, mais qu'il servait aussi à dessiner tout un tas d'autres images et à les faire circuler. C'est-à-dire que l'informatique, au moment où il aide les architectes à concevoir de nouvelles architectures, en fait, a bouleversé l'espace, notamment en passant au-delà de toutes les contiguïtés géographiques, puisqu'il nous permet de communiquer avec l'autre bout du monde presque instantanément. Et ce sur quoi je n'ai peut-être pas assez insisté, dans un système par essence décentralisé, alors que par exemple les médias précédents comme la radio ou la télévision étaient encore centralisés autour de l'émetteur. Internet, vous le savez, a été conçu dès les origines pour ne pas avoir de centre, de manière à ne pas avoir de point faible d'ailleurs. Donc ça crée un espace nouveau et on a vu différentes représentations de cet espace nouveau dans la ville, à commencer par l'émergence de l'image d'une ville lumineuse, légère et pour tout dire une ville informationnelle qui dédoublait la ville que nous connaissons, c'est-à-dire en gros une approche cartographique de la géographie en fonction de la répartition des informations dans la ville. Et puis, on a vu un autre type de représentation de l'espace électronique qui s'attachait moins à la présence réelle des informations qu'à la capacité du nouveau médium à innerver tous les points de l'espace, à partir du moment où le médium informatique s'impose comme moyen de communication. Après tout, chaque point devient égal à un autre. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, par exemple, avec nos smartphones, hein. À peu près chaque point est égal à un autre en termes de communication d'information, ce qui crée un espace totalement égalisé, totalement vide, puisqu'il n'a plus de relief, il n'a plus de lieu, il n'a plus d'endroit particulier par rapport aux autres, et ça donne les fameuses grilles d'Archizoom et de Super Studio, avec une sorte déjà de quelque chose qu'il faudrait nommer un vertige horizontal, d'espace pur, sans plus de lieu. Et puis la troisième version que j'avais rapportée à Marcus Novak, c'est une version qui s'attache quant à elle beaucoup plus à l'expérience de celui qui est en train de surfer et d'utiliser le médium, qui sent une fluidité, une mobilité extraordinaire, en dehors de tout poids, en dehors de toute gravité, et qui, de fait, expérimente un espace, cette fois-ci, totalement vertigineux, puisqu'on passe de n'importe quel point à quasiment n'importe quel autre point, mais qu'il n'y a plus ni haut ni bas, ni droite ni gauche, et on avait vu l'analogie avec l'espace spatial, proprement dit, c'est-à-dire au-delà de l'atmosphère terrestre. Alors, je n'y reviens pas longuement, j'avais simplement positionné le blob par rapport à ça, comme architecture arrondie, enveloppante, protectrice, voire maternelle, qui permettait de résister au vertige de l'espace nouveau. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, quand ils utilisent l'outil informatique, les architectes ne poursuivent pas le vertige engendré par le médium informatique, au contraire, ils tentent de le compenser, ils donnent de donner à habiter cet espace nouveau. Et j'avais insisté, pour finir, sur le caractère utopique, finalement, de ce lieu protecteur, qui est à la fois ultra technologisé, puisqu'il relève des dernières technologies, et maternel, c'est-à-dire et immémoriel, naturel, etc., puisqu'il est à la fois dans l'espace, le cyberespace, et protecteur, et qu'il réunit finalement tous les contraires. Et de ce fait, la dernière chose que nous avions vue, c'était qu'il pouvait passer également pour une sublimation de l'espace réel de l'expérimentateur qui, en fait, pendant qu'il vivait ce surf, cette grande glisse de page en page, était en fait tout simplement
collé à son bureau. Alors, je ne sais pas ce qu'on voit des petites images. On voit, en tout cas, je vais être obligé de les décrire encore un peu plus. On voit en haut quelqu'un qui est un bureau de travail, un bureau à la Jacques Tati. On voit en bas quelqu'un qui est chez lui, qui a un bureau arrondi, qui est en train de dormir sur son bureau couvert d'objets informatiques. C'est l'espace moderne de celui qui se croit là ou là et qui en fait est devenu l'homme au mètre carré des Hongrois, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin d'aucun espace, il est bloqué dans son espace de travail. En fait, les deux images, certains les auront peut-être reconnues, ceux qui les voient, sont tirés de Matrix. Je vous rappelle que dans Matrix, Neo est un employé de bureau. Il est dans des bureaux orthonormés. Alors, je ne raconte pas Matrix parce que j'imagine que celui-ci, vous le connaissez par rapport à tous les autres que je vais citer. Il est dans des bureaux orthonormés à la Jacques Tati, dont il est totalement prisonnier. Et quand il rentre chez lui, que fait-il? Il se met à son bureau. C'est l'homme mètre carré, Neo. Il est totalement prisonnier de tout cela. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, comme tous les autres, il va expérimenter l'espace nouveau de l'homme de bureau, c'est-à-dire l'espace ouvert, l'espace fluide, l'espace sans gravité. Et de fait, qu'apprend à faire Neo? Il apprend à faire des bonds totalement improbables, jusqu'à voler dans le 3e épisode. Il apprend à se désynchroniser du monde physique. C'est le fameux effet spécial où il y a une vitesse particulière pour le corps de Neo qui se plie au ralenti, alors que derrière lui, l'image continue à une vitesse normale. Il apprend finalement à entrer dans l'espace imaginaire. Il fantasme sa nouvelle connectivité. Et vous voyez, là, il apprend un espace totalement vide. Il apprend qu'en fait, c'est le désert du réel, c'est la plage de Super Studio, mais qui a tourné un peu à quelque chose de plus catastrophique, de plus inquiétant. Alors, vous le savez, en fait, il y a eu énormément d'interprétations philosophiques, métaphysiques de Matrix, notamment à partir de Baudrillard, qui est cité dans le film. En fait, l'interprétation que je propose, moi, c'est pas du tout ça. C'est l'expérience de l'homme du bureau. C'est l'épopée de l'homme du bureau qui fantasme un monde qui enfin le libère du mètre carré auquel il est attaché par son travail et qui fantasme une présence réelle dans l'espace des communications. D'accord? Et donc, en fait, il fait strictement la même chose que les héros qu'on a vus la dernière fois, le héros de Neuromancer ou le petit Ender, qui apprennent à bouger sans gravité, qui apprennent à se déplacer dans un espace nouveau. Eh bien, Neo fait strictement la même chose. Mais évidemment, il est pris, comme eux, du même vertige. Un espace sans gravité est tout simplement vertigineux. À partir de là, que va-t-il faire? Eh bien, comme le héros de Neuromancer, comme Ender, pris face à cet espace infini, il va rechercher un lieu de protection. Et ce lieu de protection, vous le connaissez, c'est Zion. C'est la cave à l'intérieur de la terre de Zion, fantasmée par Neo, où il va, en fait, se réfugier dans une cave encore plus petite avec Trinity, pour aller dans une cave encore plus petite, à savoir Trinity elle-même, le corps féminin comme la véritable protection contre tous les espaces maléfiques des communications modernes. Il retrouve l'architecture féminine dont nous avons parlé tout à l'heure. Naturellement, c'est un pur fantasme. Dans le film, c'est présenté comme le réel, mais enfin, nous sommes des adultes, nous savons bien que ça n'est pas le réel, que le réel, c'est les bureaux orthonormés. Ça, c'est l'homme de bureau qui s'invente ce genre de mythologie protectrice et du lieu à partir duquel il va reconquérir tout l'espace qui est autour de lui, toutes les machines, tout le monde qui le nie. Matrix est centré sur un schéma spatial tout à fait similaire à celui qu'on a vu les autres fois, enfin l'autre fois. Sauf que Matrix fait une chose incroyable, il dénonce le fantasme. Il fait apparaître l'utopie intra-utérine comme proprement carcérale dès lors que vous êtes bloqué.
En fait, regardez-le, ça ressemble absolument à ce qu'on verra comme blob, et même déjà ce qu'on a vu la dernière fois, comme blob d'architecture digitale, mais ça n'est plus le rêve annoncé. On vous montre qu'en fait, c'est une prison. L'homme de bureau, grâce aux nouvelles communications, a pu rêver. Il s'est dit qu'il allait liquider son lieu de travail et qu'il allait enfin être chez lui tout le temps. C'est magnifique, c'est le grand rêve des années 60, 70. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est que ce chez lui est devenu un lieu de travail. Et que tous les lieux autour de nous sont devenus des lieux de travail où l'on peut toujours travailler, où l'on est toujours requis par le travail. Quel est ce lieu-ci? C'est un lieu maternel. Vous ne le voyez forcément pas, mais ils sont plongés dans une sorte de liquide amniotique rose. On les voit ici. Ils sont dans la mer. Et pendant ce temps-là, ils sont exploités par les machines. Ça, ce sont les champs d'humains. Vous voyez, autre version. Vous remarquerez qu'entre la première version et la deuxième, il y a une différence de... C'est pas la même forme. On utilise deux formes dans le film, assez étrangement, alors que c'est le même endroit. Mais ça pourrait être produit par des architectes digitaux. Et en fait, ici, ils sont récoltés. Ouais. Ici, ils sont récoltés par les machines. En fait, on vous montre le lieu intra-utérin rêvé comme pur cauchemar. L'homme transformé en pile, tel que l'énonce Morpheus dans le film, c'est bien ce qu'est ce véritable lieu. L'homme du tertiaire, l'homme de bureau, a rêvé. En fait, il est resté endormi sur son bureau et il est en train de rêver toute cette histoire-là, ou alors il a pris une mauvaise pilule, celle qui lui est offerte par Morpheus, naturellement, et il a cru à toutes ces aventures. Mais pendant ce temps-là, il est prisonnier de son bureau, comme ce petit embryon est prisonnier de la matrice. Et d'une certaine manière, cela pourrait être une allégorie pour le devenir des architectes tertiarisés malgré eux, devenus pratiquants de l'ordinateur malgré eux et qui seront de plus en plus collés à leur ordinateur, scotchés et pour la production, et pour la communication, et pour la production d'images, et pour la communication d'images, etc. Perpétuellement charrette, comme ils disent, mais en fait plutôt écran. Et d'une certaine manière, les architectes vivent même ce sort-là d'une manière plus grave encore. Parce que c'est la nature même de ce qu'ils sont en train de faire qui est bouleversée. Jusque-là, dessinant, ils expriment leur subjectivité, ils sont les créateurs, ils ont réussi à s'imposer comme des artistes à la hauteur des autres artistes, et puis, tout à coup, c'est la machine qui conduit leurs gestes, qui les guide. Ça n'est pas vrai, naturellement. Seulement, c'est le discours qu'on entend perpétuellement, notamment chez qui? Chez les enseignants d'architecture. Ah, mes étudiants, ils suivent la machine. Ils ne regardent que des images, ils font que ce que le programme fait, et ils me rendent ça. Ils ont perdu toute subjectivité. C'est-à-dire qu'en fait, un grand nombre d'enseignants d'architecture voient leurs étudiants comme ça. Pris totalement par la machine, nourrissant par la machine, qui est censée créer un monde de machines. C'est un double traumatisme pour l'architecte. Il se retrouve collé dans un lieu fixe et il se retrouve en plus perdre possiblement l'aura de subjectivité et de production artistique qu'il avait durement acquise pendant des siècles. En quelque sorte, il est le Matrix au carré. Évidemment, le mot important ici, c'est Matrix. Puisque vous l'aurez compris, le moment de basculement entre l'espace rêvé intra-utérin de la dernière fois et l'espace carcéral, eh bien, il se joue là. Matrix, c'est à la fois la matrice, l'espace protecteur, l'espace rêvé, l'espace d'avant et l'espace informatique qui vous domine, en partant de la matrice comme tableau computationnel qui devient, par allégorie, la puissance de l'ordinateur. Alors,
Ce mot-là, ce mot réversible, qui est au cœur de Matrix, justement, les frères Wachowski, parce qu'à l'époque ils sont encore frères, l'ont eux-mêmes hérité du cyberpunk dont on a parlé la dernière fois. La dernière fois, on a beaucoup parlé de William Gibson et de Neuromancer. Le second écrivain cyberpunk le plus important, c'est Bruce Sterling. Et là, on a une anthologie majeure faite par Bruce Sterling. Vous reconnaissez d'ailleurs, c'est avant Matrix, hein, mais vous reconnaissez très bien la silhouette qui est en couverture. Et il donne à lire une nouvelle de Tom Maddox, Snake Eyes, avec un personnage, George, et ce n'est peut-être pas un hasard, qui est reprogrammé parce qu'il n'est pas tout à fait assez social. Et comment le reprogramme-t-on, le cher George? On le couche sur une sorte de hamac, treillis rectangulaire de fibres brunes entrecroisées, tendu sur un cadre plastique translucide et accroché au plafond voûté de la petite salle rose. Donc il est sur un hamac et il ne voit autour de lui qu'une courbe rose. Il est revenu à l'espace intra-utérin, sauf qu'il a des câbles de couleur chair fichés dans son cou et qui disparaissent dans des plaques de chrome encastrées dans le sol. C'est exactement la vision qu'on a eue de l'embryon de Matrix, qui est préparé pas mal d'années avant par Tom Maddox. Et là, les murs virent du rose au rouge, la lumière se met à pulser, avant, écrit Tom Maddox, qu'une matrix de 800 par 800 ne se substitue visuellement à l'espace concret. L'espace informatique se substitue à la matrice rose et arrondie qui le protégeait. Et on rentre dans le cauchemar. George est reprogrammé comme les embryons de Matrix. Dernier exemple, film qui a fait beaucoup de bruit aussi, Steven Spielberg, Minority Report, que vous avez peut-être vu. Le film est centré sur 3 voyants qui prévoient tous les crimes de la ville autour d'eux un tout petit peu à l'avance. Ils sont plongés dans une piscine de lait photonique, c'est pas moi qui l'invente, qui les porte, qui les nourrit, qui facilite les communications dans une sorte d'enveloppe arrondie dont vous voyez le dessin là sur Maya, puisque c'est un projet qui a été fait par ordinateur et qui a été transmis à la société Chrysler Associates. C'est son premier projet sans papier, totalement fait par ordinateur. Donc il y a un rapport entre la création du décor, c'est du décor, hein, on est bien d'accord, c'est pas une architecture véritable, et ce que cela dit, un espace, en fait, intra-utérin, rêvé, utopique. Sauf que, quand le beau Tom Cruise voit les 3 voyants, il remarque que leurs corps sont atrophiés. L'athlète qu'est Tom Cruise se rend compte, malgré tout, qu'à vivre perpétuellement dans du liquide intra-utérin, eh bien l'homme se dégrade, se défait, s'atrophie, comme le corps de l'ouvrier tertiarisé d'ailleurs, que nous sommes. Que des visions de cauchemar. À partir des mêmes espaces que nous avons vus la dernière fois, le cinéma développe la vision contre-utopique, cauchemardesque de ce même présent. Avec une question, et l'architecture là-dedans? Est-ce qu'elle n'est bonne qu'à rêver? Est-ce qu'elle n'est bonne qu'à produire de l'utopie? Est-ce qu'elle veut tellement bien faire perpétuellement qu'elle ne voit pas le revers de ses propres créations, ou est-ce qu'au contraire, elle est capable de penser ce type de revers-là, de le donner à voir? C'est la question d'aujourd'hui, mais qui aurait pu très bien être posée la dernière fois, à partir de cet espace que j'ai montré et dont j'ai bien dit qu'il était totalement ambigu, voire ambivalent. Protecteur, ventre gravide et en même temps percé de lances, espace dangereux s'il en est, qui ne vous protège que pour vous mettre à mort. D'autres images de Marcos Novak vont dans le même sens, où on voit une sorte de masse de gélatine totalement emprisonnée dans un espace carcéral. Il y a toujours une grande violence dans la production de Marcos Novak, on en reverra par la suite, et visiblement, les espaces digitaux ou numériques, comme on voudra les appeler, pour lui, ne donnent pas lieu
à Utopie. Mais évidemment, il faut en arriver au héros du séminaire, à Greg Lynn, avec l'Embryological House, la maison embryologique, dont j'ai dit que son titre seul suffisait à en faire le rêve de retour à la mère protectrice. Remarquez, si vous le pouvez, que les maisons sont en rose, c'est encore plus joli comme ça, encore plus protecteur, sauf que quand on voit certains schémas de structure, le rose protecteur se voit muni de crocs très aigus et absolument terrifiant. J'ai dit croc, on pourrait dire dents. Lynn, quant à lui, théorise le teething. Donc, le fait de mettre des dents sur les surfaces pour pouvoir les raccorder l'une à l'autre. C'est un terme technique chez lui. Sauf que ça veut dire que sa maison embryologique est pourvue de dents, qu'elle est dentée. Qu'on pourrait parler donc du retour d'une grande figure mythologique inquiétant les hommes depuis bien longtemps, le fameux vagin denté, la vagina dentata, le vagin dantesque, pourrait-on dire, qui tout à coup ressurgit dans un projet qui semblait entièrement voué à l'utopie intra-utérine. Greg Lynn lui-même semble avoir eu vent du cauchemar possible, du monde nouveau qu'il annonce et auquel il participe. Mais évidemment, ici, ça n'est plus le mot « matrix » qui est important. C'est le mot, pardon, avant le mot, ne voyant pas les diapositives, j'ai parlé du traumatisme de la naissance la dernière fois, avec la thèse de Rank selon laquelle la naissance était tellement violente, tellement traumatique, imaginez-vous, être soumis à l'air, au froid, etc., que nous ne faisions que rêver de retour à l'espace intra-utérin, chaud, protégé, sans gravité. Mais Rank dit une chose, c'est que qui se met en position de réellement se confronter à l'espace intra-utérin ou à son fantasme est rattrapé par le traumatisme et finalement va projeter de l'angoisse sur la situation. L'espace intra-utérin, chez Rank, est ce qui est le plus désirable et le plus dangereux, le plus à craindre, le plus redoutable. Vous voyez qu'à partir de ce moment-là, Greg Lynn serait complètement dans la théorie de Rank, pas seulement dans sa version naïve, nous retournons chez maman, mais bien dans sa version ambivalente. Et c'est là que j'arrive au mot important, puisque ça n'est plus le mot Matrix, mais bien le mot blob. Il est temps que nous découvrions quand même le personnage principal de toute cette histoire. Le mot blob entre en architecture, ou moins en théorie de l'architecture, avec deux articles majeurs de Greg Lynn, Blobs, en 1995, dans le journal de philosophie et des arts visuels, et Blobs, Why Tectonic is Square and Topology is Groovy, dans Any, la revue autour de Peter Eisenman, en 1996. Et à partir de ce mot-là, de ces parutions-là, le mot va avoir un succès croissant. Il est repris par le pape de l'architecture postmoderne, Charles Yanks, dans The New Paradigm in Architecture, où il consacre tout un chapitre aux Blobmeisters en 2002. On a le livre sur la Blobitecture en 2003. On a Blobjects en 2005, et puis on a l'aide quand même de Karim Rachid qui fera des blobs, des blibs, des mutablobs. Il aura toute une panoplie de ce genre-là, de telle sorte que le mot va totalement envahir le milieu de l'architecture et qu'on trouve aujourd'hui de très nombreux, soit cadres Pinterest, soit blogs consacrés au blob en architecture, où l'on voit les différentes choses que nous verrons d'ailleurs progressivement cette année. Alors, que signifie blob ? A priori, si vous êtes un peu sérieux, vous allez sur Wikipédia, ce qui n'est pas très sérieux, et vous trouvez Binary Large Object. Chose très compliquée, que je comprends assez peu personnellement, type de données permettant le stockage de données binaires dans le champ d'une table, d'une base de données. C'est assez redoutable, hein, si vous y pensez, au moins pour ce qui est de l'aspect littéraire de la chose, mais c'est visiblement un terme d'informatique. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre informatique que Greg Lynn l'a rencontré, si l'on en croit son témoignage, puisqu'il dira « J'ai été le premier architecte à utiliser le terme de blob parce que c'était un terme informatique. Le logiciel Waterfront TM comporte un outil de modélisation appelé modélisateur de blob. Blob
étant l'acronyme de Binary Large Object. C'était un nuage de points reliés entre eux pour dessiner une forme. Je parlais à tout le monde de ces extraordinaires modélisateurs de blobs qui généraient des formes qui ressemblaient à de grosses taches. Si vous ne voyez toujours pas ce dont il s'agit, Greg Lynn vous fournit une image où l'on voit des sortes d'ovoïdes se rapprochant les uns des autres, finissant par fusionner en une forme globale qui n'a plus une géométrie simple, mais une géométrie très complexe et qui est totalement lisse, quelle que soit sa complexité. Donc, Greg Lynn a trouvé le mot blob, non pas sur Wikipédia, naturellement, mais sur son logiciel. C'est les logiciels dont je vous parlais la dernière fois qui ont été importés depuis le cinéma vers l'architecture. Et il est intéressé par les formes que cela donne, qu'il compare à de grosses taches. Et de fait, c'est à peine une comparaison, parce qu'en anglais, blob est un nom commun, en fait, qui signifie forme indistincte, masse sans forme, forme floue, tache, goutte. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à de jolis personnages, de blobs, avec ici Poppy Red, que les petits Anglais ont pu apprécier durant les années 80 et par la suite. Mais Greg Lynn, quant à lui, ne va pas du tout vers Poppy Red, il convoque quelque chose de beaucoup plus inquiétant, puisque à côté de cette image-ci, il met un homme englué dans une sorte de gélatine, la fameuse forme lisse et complexe, ça devient un homme dans la gélatine, et c'est en fait un photogramme tiré du film Le Blob, enfin en anglais The Blob, de 1988 et réalisé par Chuck Russell. Donc il associe immédiatement informatique et horreur, informatique et monstruosité, d'autant plus qu'il cite le film dont celui-ci est un remake, Blob, Terreur sans nom, qui est le premier grand rôle de Steve McQueen, qu'on appelle alors encore Stephen McQueen. Je vous en raconte l'histoire en 2 mots. Une météorite tombe près de Phoenixville, elle se casse à l'atterrissage, en sort une gélatine qui dévore tout ce qu'elle rencontre, qui grossit au fur et à mesure, elle est rose comme de la confiture, et elle finit à la fin par s'attaquer à une pizzeria mobile dans laquelle est emprisonné le pauvre Steve McQueen, qui heureusement sera libéré à la fin du film. Alors, me direz-vous, bon, c'est Greg Lynn, ces 2 films, il n'y a pas encore de quoi en faire une théorie au-delà de la personne de celui qui cite ces films. Mais il faut bien dire qu'en fait, ces films, dans la culture anglophone, ont eu un nombre de rejetons considérables qui font qu'en fait, vous ne pouvez pas être anglophone et lire Blob sans entendre tache ou masse informe, mais que vous ne pouvez pas non plus lire Blob et ne pas voir apparaître le monstre. La même année, il y avait The H-Man. C'est un film de Ishiro Honda, l'inventeur, Ishiro Honda, très important, l'inventeur de Godzilla, quand même. Et c'est un homme qui, soumis aux radiations, devient une espèce de boue verte, enfin le film étant en noir et blanc, c'est un peu compliqué, et The Flame Barrier fait aussi une sorte de boue radioactive en 58, c'est la même année que le Blob. 59, les Italiens font une magnifique copie de Blob avec un grand réalisateur, Riccardo Freda, et ça s'appelle Kaltiki, c'est aussi du très beau noir et blanc, avec une déesse mésoaméricaine qui, dans une grotte, en fait, ressemble à notre masse gélatineuse et détruit tout en les dévorant ou par ces émissions radioactives. En anglais, le film sera traduit par « Slimy Glob of Doom ». Ça n'est pas le blob, mais le globe. Et puis, ça continue, les Japonais s'y remettent avec Kinji Fukasaku, Green Slime. C'est une histoire extraordinaire. Des spationautes débouchent sur une planète, leur chariot ramasse un petit peu de boue verte qui, dans
le vaisseau se transforme en monstre absolument hideux dont vous avez un exemplaire sur la droite. Film assez confidentiel encore. Malgré tout, attention au blob qui a donné l'affiche du cinéma, reprend cette fois-ci le nom du monstre, le fait intégrer dans un scénario. Le réalisateur Larry Hagman, vous le connaissez sous les traits de JR. Et franchement, il a bien fait de devenir JR. Le film est presque inregardable. Mais 72-88, The Blob, Chuck Russell. Vous voyez qu'il commence déjà à y avoir une longue série. Ça, c'est le film qu'a vu Greg Lynn, qui est cité par Greg Lynn. Et là, le blob est en train de manger une voiture. De film en film, avec les procédés qui s'améliorent, on peut en fait prendre des proies de plus en plus grosses. Ça, c'est la lignée officielle. Mais en fait, il y a toute une autre lignée qu'on cite rarement parce qu'en fait, on s'en tient au cinéma comme si c'était une sphère close, de la même manière qu'on pense souvent que l'architecture est une sphère close. Il y a énormément de bandes dessinées sur le blob qui, en fait, ne posent aucun problème d'effets spéciaux. Donc, pour les adolescents, vous avez The Glob from Another Galaxy. Pour les enfants, vous avez la monstrueuse issue de G.I. Junior avec Meet Blobman. Pour les adolescents italiens, vous avez un autre type de créature que je n'ai pas vraiment réussi à identifier. Ça, c'est donc dans les années 60. Dans les mêmes années 60, Marvel et Stan Lee développent un personnage qui s'appelle The Blob, qui est d'abord une sorte de mixte entre le boxeur et le sumo, qui va devenir un homme des marais, qui, plus proche de nous, devient Globe. Alors, il s'appelle Blob ici, il s'appelle Globe à la fin. Vous avez vu qu'on hésite assez souvent entre les deux termes. Et c'est une sorte de gélatine rose dont on aperçoit malgré tout les os. Et puis, puisqu'on est aux bandes dessinées, eh bien, on peut aller jusqu'aux séries télévisées. Il apparaît dans Doctor Who. Il apparaît dans The Outer Limits. Là, il s'appelle The Brainless Glob. Et on édite des petites cartes de jeu avec The Brainless Glob. Comme on édite d'ailleurs des paquets de chewing-gum avec le même type de monstre. Et évidemment, on arrive jusqu'aux bonbons que certains ont eu la chance de manger la semaine dernière et qu'ils pourront avoir en fin de séance s'ils restent jusqu'au bout. Le blob fait partie de la culture populaire. Regardez, aujourd'hui, il suffit de taper sur Amazon pour trouver un nombre considérable de livres pour enfants qui ont blob dans le titre. The Blob That Ate Everyone versus The Blob, Big Bad Blob, The Blob Unbound, Attack of the Blobs. Mais il y a aussi des dessins animés, avec certains très fameux parmi les enfants, comme Oggy et les cafards, ou Homer Simpson. En fait, toutes les grandes séries de dessins animés prévoient un épisode avec le blob. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que dans la culture américaine, le blob fait partie des figures imposées. Il est un des monstres parfaitement connus, parfaitement reconnus par tous. Nous ne le reconnaissons pas parce que nous avons tenté des tonnes de traductions et parce que nous avons parfois quelques résistances à la culture populaire américaine. Mais pour un public anglophone, ça ne fait pas le moindre doute. De telle sorte que quand dans les années 2000-2010 vont se développer les films de bandes de monstres, Monsters Incorporated, Monsters University, vous aurez perpétuellement le blob au milieu, comme ici dans Hôtel Transylvanie, qui a une suite où on voit également le blob. Il est vert, il est plus rose. Hein. Et puis, vous avez Bob le Blob à droite, c'est un livre, hein, mais c'est une série de monstres. Donc en fait, nous on a Dracula, Frankenstein, l'homme invisible, et les Américains ajoutent le blob. Ils ne peuvent pas, en entendant blob en architecture, ne pas voir tout ça. C'est leur enfance, c'est leur adolescence, etc. Exemple, Monsters vs. Alien en 2009, qui devient un jeu électronique, qui devient un court-métrage uniquement sur le blob la même année. Donc en fait, il faut vraiment prendre en compte cet univers culturel qui fait que tous les textes en fait, de cette génération digitale américaine, ou du moins anglophone, sont marqués par cet arrière-plan horrifique que nous ne percevons pas.
et qui pourtant marquent toute leur réflexion. Prenons par exemple Greg Lynn. Greg Lynn n'a pas arrêté de se référer à la monstruosité. Les premiers articles sont illustrés par des mains avec 2 pouces ou des insectes absolument terribles, des images de films d'horreur. Et il va finir lui-même par faire une installation avec Fabian Marcaccio, qui est un peintre, qui s'appellera Predator. Long tuyau de plastique transparent, vert et rouge, qui s'appelle Predator. C'est quand même de mauvais augure. Mais en plus, cela reprend directement le film de Schwarzenegger, Predator, que vous n'avez peut-être pas vu, j'ai quand même un public choisi. Schwarzenegger et une bande de militaires à peu près de son envergure sont dans la jungle et sont mangés un par une créature invisible qui se cache dans la jungle, qui prend les apparences de la jungle, ce qui veut dire que ce rouge et ce vert sur le Predator sont le vert de la jungle et le rouge du sang des victimes. Le Predator de Greg Lynn vous fait rentrer pour vous rapprocher du sang des victimes. Alors là, c'est une collaboration, donc je vous l'ai dit, avec Fabian Marcaccio, qui est un peintre assez extraordinaire. C'est bien malheureux que vous ne voyez pas ces images, qui associe peinture traditionnelle et impression numérique. Et la peinture devient une sorte de matière atroce, rosacée, c'est-à-dire tout ce qui reste du corps dans le monde numérique. C'est un peu la viande chez Gibson. Tout ce qui ne passe pas par le réseau des communications et qui devient tellement atrophié, on parlait tout à l'heure de corps atrophié, que ça n'est plus que de la viande. C'est un peintre assez remarquable, assez effrayant quand on est en face de ces grands formats, il faut bien le dire. D'ailleurs, Fabian Marcaccio, quand on l'interroge sur les intérieurs qui l'ont marqué, lui parle du vaisseau d'Alien, forcément. Espace, techno-organique, qui confond totalement le corps de la femme et le vaisseau spatial, puisque je vous le rappelle, le vaisseau d'Alien est plein d'œufs. En fait, c'est un lieu où les œufs sont là, et vous remarquerez qu'il y a une analogie structurelle entre toutes ces lignes-ci et toutes les lignes du Predator. En fait, les 2 images se ressemblent absolument. D'autant plus que dans Predator 2, pire que Predator 1 si c'était possible, en fait, l'action se finit sous un immeuble dans le vaisseau de Predator, qui est un extraterrestre, j'ai oublié de préciser, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au vaisseau d'Alien. On a toute la mythologie contemporaine de l'horreur qui, par Greg Lynn, est attirée vers l'architecture, ou plutôt attire l'architecture du côté de l'exploration de l'horrifique. Regardez ce qu'il propose de faire comme automate multifonction en Allemagne, sorte de monstre atroce à 3 têtes, totalement bariolé de sang. On ne sait pas quelle est sa fonction, mais on sait qu'il ne faudrait pas trop s'en approcher. Alors, le passage chez Lynn de la figure maternelle, qui pouvait encore être supposée quand même par la maison embryologique, à ces figures de monstres, ne se fait pas seulement par l'extérieur du projet, ça touche aussi l'intérieur du projet. Les plus tendres de la génération digitale, et notamment Goulthorpe, le théoricien de la nidification digitale, joli mot s'il en est, vont imaginer des parois intérieures capables de bouger autour de vous et en gros de vous masser, de se coller à vous et de vous protéger. Et ça marchait, ça bougeait vraiment, sa paroi-là. De la même manière, je l'avais déjà évoqué la dernière fois, que Osterhuis, pour sa part, convoque l'idée de muscles. Il veut des architectures en muscles protecteurs qui se resserrent autour de vous. Eh bien, chez Greg Lynn, c'est un peu plus inquiétant. On voit bien comment l'espace se resserre sur le mode organique, mais très franchement, ce genre d'incrustation dans le plastique rappelle plus Alien ou Predator que la maison intra-utérine rêvée. Chez Greg Lynn, on se demande toujours un peu où on est à l'intérieur du blob. Il va écrire une nouvelle
A New Style of Life en 2000 sur la maison du futur. Et en fait, elle sera perpétuellement comparée à un estomac. On a glissé, si j'ose dire, de la matrice vers l'estomac, du retour intra-utérin à la dévoration. Et c'est le genre de glissement que vous pouvez avoir vécu, si j'ose dire, il n'y a pas si longtemps, à la Monumenta d'Anish Kapoor. Vous rentriez dans un espace rouge, protecteur, chaud, intra-utérin à ravir, et vous découvriez par le titre, que vous n'aviez peut-être pas vu avant d'entrer, que l'installation s'appelait Léviathan, c'est-à-dire que vous étiez dans l'estomac du monstre qui vous avait dévoré. Eh bien, une grande partie de l'architecture digitale de cette époque-là va hésiter entre la matrice rêvée et l'estomac redouté. Regardez ce genre de choses. Évidemment, l'image est censée être un argument en soi. C'est une sorte de masse de boyaux roses produite par Knox en 1998. Et très franchement, c'est plus proche de l'estomac que de la matrice. Les intérieurs de Knox sont d'ailleurs parfois assez inquiétants et rappellent les lances acérées de la data-driven form de Marcos Novak. Première réalisation marquante, enfin une des premières réalisations marquantes de Knox, vous la connaissez peut-être, la D-Tower, qui pouvait changer de couleur, ces 3 pieds qui montent vers une masse globuleuse. C'est assez amusant, et je le dis comme ça, c'est assez amusant, mais elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la première apparition du blob tendu au-dessus d'un bâton dans le film de 1988, cité par Greg Lynn. Le blob, vous vous en souvenez, finit par recouvrir une pizzeria, et bien chez Knox, il va recouvrir la maison folie de l'île Vazem, puisque vous avez ces plans qui recouvrent l'ancienne fabrique de briques abandonnée à l'île. Remarquez là aussi que le schéma et l'image du film de 58 se ressemblent de manière étrange. C'est à tout le moins amusant. On peut douter que ça soit parfaitement réel et passer à l'autre acteur principal, Austerlitz. Alors Austerlitz, on l'a vu la dernière fois, c'est la capsule, c'est à la fois l'espace intra-utérin, bleu, l'eau, l'aleph informationnel, tout ce qu'il faut. C'est le plus optimiste de tous, très franchement. Et sa capsule spatiale se pose en 1997 à Netherlands, c'est une petite presqu'île en Hollande, et ça donne à peu près cette forme-là. C'est rêvé comme un muscle protecteur. On vous parle d'un massage de lumière. Il y a de l'eau au fond, donc c'est clos, il y a de l'eau, vous êtes massé par la lumière. Évidemment, vous ne pouvez pas être dans l'eau, donc on a fait des passerelles au-dessus de l'eau, mais même là, on vous explique que sur la surface des vagues planchées, comme sur la peau intérieure en polycarbonate du sensorium, vous êtes immergé dans les projections d'une série de mondes virtuels. Ils dépeignent tous différentes perceptions de l'eau et de la fluidité. Donc vous avez de l'eau réelle en bas, de l'eau virtuelle en haut, avec des types de perceptions d'eau, dit-il, qui sont la glace, la nuée, le flux et le blob, qu'il définit comme une masse fluide, élastique, comme le chewing-gum, qui se déforme constamment, tandis que le navigateur flotte autour d'elle comme à travers elle. Alors c'est la définition la plus badine du blob, vraiment comme liquide amniotique, hein, dans l'espace idyllique retrouvé. Sauf que, en plein milieu, vous avez une structure serpentine très visible, assez énorme, dessinée par la compagne et collaboratrice de Austerlitz, Ilona Lennard, et qu'ils ont appelée Hydra, l'Hydre. Au cœur de cet espace de massage, de muscles, d'organismes, vous avez l'Hydre. Et là, je vois que mon ami Sam a déjà compris à quel film je vais me référer. Le fameux vaisseau où vous avez une lumière bleue qui crée un espace virtuel dans lequel sont les œufs, le vaisseau d'Alien. Sauf que les œufs vont voir jaillir la créature
Alien réapparaît au cœur des productions les plus technophiles de Osterhuis. Et d'ailleurs, il suffisait de se reculer pour voir qu'on était déjà dans la tête du monstre. Le bâtiment là, qui est celui d'Osterhuis, est accolé à celui de Nox, ici, et les deux font une espèce de naja, d'hydre en elle-même qui vous a dévoré, puisqu'à ce moment-là, vous êtes là, à l'intérieur de cela. La matrice est entièrement retournée en agression et dévoration. Enfin, peut-être mon préféré, Hernán Díaz Alonso, de Xéphirotarque. Vous voyez que lui n'a pas peur d'aliens. Hein. L'architecture, la maquette d'architecture est alien sur son visage. Vous vous souvenez du facehugger qui sort justement des œufs et qui recouvre le visage de l'astronaute. Eh bien, tout est déjà prévu. Lui, il est prêt à l'invasion par l'informatique. Il s'y soumet. Et d'ailleurs, le projet pour la maison Seroussi, à côté de la maison Bloch, à quelques kilomètres de Paris, est absolument magnifique. Il couvre les petites collines comme une sorte de blob technologique de, on ne sait pas trop, de chair et de métal. Si on regarde cette image-là, alors là, je vous la décris, c'est une sorte de satellite de métal et de cuir qui rencontre des moutons. Il est dans les champs, sauf qu'à droite, vous avez une sorte de gigantesque barbecue dans lequel les moutons sont écartelés. Et on ne sait pas si c'est pour produire le matériau premier du satellite ou si c'est parce qu'il est en train de les dévorer un par un. Ça rappelle en tout cas les premières apparitions du blob. En 1942, il commençait par dévorer quelques vaches pour se mettre en appétit, ou du satellite de Flame Barrier. Et de fait, si je donne l'hypothèse de la dévoration, c'est parce que quand le blob aura grandi, ça ne fera plus aucun doute, il est en train d'attaquer le musée de Tabacalera. C'est pour San Sébastien, hein. C'est assez incroyable, on aurait pu avoir ça pas loin de chez nous, et l'analogie avec le blob se voit encore plus en coupe. Aucun doute, c'est strictement la même image que celle-ci. Le film continue d'envahir l'imaginaire des architectes. Évidemment, cette architecture qui en attaque une autre peut nous rappeler les Allobios Cities de Marcos Novak, qui elle aussi se jette sur les immeubles existants pour les recouvrir et, semble-t-il, pour les dévorer. Le blob a toujours plus d'appétit, il mangeait quelques moutons, il mange un bâtiment, il finit par s'attaquer à un building. Pourquoi pas? C'est encore inconnu au cinéma, mais ça viendra peut-être. C'est un élève de l'architecte à Skyark en Californie, qui défend un projet qui s'appelle Exubérante. C'est naturellement l'idée d'une architecture exubérante. Et là, on s'attaque véritablement à l'ensemble de la ville. Il faut dire qu'entre-temps, les vrais monstres sont apparus. Ça n'est plus du projet, ça n'est plus de l'écran. Le blob cyclopéen est arrivé à Birmingham. Et quant à l'alien dinosaure qui est tombé sur Graz, eh bien ses concepteurs, Peter Cook et Colin Fournier, l'appellent The Friendly Alien. Naturellement, vous pouvez être sensible à friendly, on peut également être sensible à alien, et on peut être sensible à l'oxymore que forment les deux, c'est-à-dire à l'ambivalence qu'ils dégagent entre goût pour le futur et crainte de ce même futur. Car à partir de ce moment-là, vous l'avez compris, on n'est plus seulement dans les sources des architectes, on est bien dans leurs projets qui travaillent sur l'horrifique, sur le terrible, sur les films les plus catastrophiques qui soient pour y fondre leur architecture. D'une certaine manière, les productions architecturales accompagnent les autres productions dans les années 90 et 2000 pour la promotion du blob, qui, dans les années 60, était déjà bien connu, mais il faut bien le dire, dans les années 90-2000, prend une amplification majeure. Il est vraiment partout. L'architecture, ici, fait partie de la production de la culture populaire, en fait. Alors, ça peut déplaire à certains,
qui pense que l'architecture n'a pas à se mêler de ça, n'a pas à rentrer dans de la figuration trop grossière, peut-être n'a pas à descendre jusqu'à la culture dite populaire, et qu'elle doit rester sur sa spécificité. Mais enfin, ça a un avantage évident. C'est que cette architecture communique directement avec son public, qui lui-même a été nourri de blobs, d'aliens et d'autres créatures terrifiques sous toutes les formes que nous avons évoquées. C'est une très bonne architecture communicationnelle, en tout cas, et depuis Robert Venturi, il me semble que l'on aurait quand même du mal à condamner cet aspect-là de l'architecture. L'architecture, en fait, permet de lire dans ces scénarios ce qu'elle est en train de faire. Qu'est-ce qui fait peur là ? Eh bien, c'est le choc de ce monde nouveau qu'elle incarne au cœur des villes, dans lesquelles elle apparaît comme le futur même, qui entre dans la ville, qui à la fois est désirable, souhaitable, magnifique et inquiétant par toutes les répercussions qu'il peut avoir. Et d'avoir choisi le blob n'était peut-être pas une mauvaise idée. Parce que le blob a une longue histoire de critique des matériaux, des outils et des médiums que l'architecture pouvait très largement récupérer. Beaucoup plus, par exemple, que le dinosaure. En 1958, à quoi correspond le blob ? Il fait partie de toutes ces créatures qui s'abattent sur l'Amérique. Les araignées géantes, les fourmis géantes, les sangsues géantes, les choses venues d'un autre monde, les petits blobs qui hypnotisent les Américains pour les faire démonter les installations nucléaires. Il y a une grande invasion des petites villes des États-Unis pendant les années 50 qui se rapporte à quoi ? D'une part, à la guerre froide. C'est l'ennemi venu d'ailleurs, de l'autre monde, de l'espace, de l'autre côté du rideau de fer en quelque sorte, là où s'est créé l'autre monde. Et puis, deuxième chose, c'est la peur du nucléaire, de l'anéantissement immédiat. Tous les animaux, vous avez remarqué qu'il y a un intrus ici, mais il est très bien dans la liste. Le Novak fait tout à fait affiche de film des années 50. C'est assez remarquable. À côté de Tarantula, il passe parfaitement. Mais tous ces animaux un petit peu boostés, en fait, ont été soumis à des radiations. Le film de 1958 avec Steve McQueen ne parle pas du nucléaire, mais les deux que j'ai cités tout à l'heure sont entièrement centrés sur la radiation nucléaire. Ishiro Honda, c'est son propos dans tout son cinéma, de toute façon. Et on voit bien l'intérêt du blob comme auscultation de la nouvelle technique nucléaire. Il est informe parce que c'est une technique invisible. Vous n'aurez pas le temps de voir la bombe, vous ne verrez rien des irradiations et elle vous touche. Et il est informe parce qu'il représente très directement dans le film d'Ishiro Honda le corps qui se liquéfie, l'horrible liquéfaction du corps soumis aux radiations nucléaires. Critique de la technique nucléaire, auscultation de la technique nucléaire. Je ne m'arrête pas longuement sur la série anglaise The Quatermass Experiment et les films qui en sortent, 54, 57 en gros, qui développent des scénarios parallèles. Il y a un spationaute irradié dans l'espace, il y a une masse de boue qui se nourrit de déchets nucléaires, etc. Et j'en arrive à un document moins connu, 52. On est donc en amont, bien en amont du film de 58, qui est toujours donné comme la barrière, comme le moment clé. En 52, c'est un savant universitaire américain qui injecte du liquide de vie dans ce qu'il appelle un blob protoplasmique et qui en fait une créature mortelle, Jelly Death. Donc vous avez blob, jelly, etc. Et si on remonte encore plus loin, alors c'est intéressant, ça n'est plus un extraterrestre, c'est quelqu'un qui est en train de produire une technique. Et c'est la même chose en 42, alors là c'est vraiment le plus loin que j'ai pu remonter, c'est une bande dessinée Marvel qui était attribuée à Stan Lee, qui ne semble plus l'être attribuée pour le scénario, où un savant japonais
construit un matériau nouveau qu'on appelle blob ici, qui s'appelle jelly ici, mais vous remarquez que jelly, c'est ce que vont devenir les hommes touchés par le blob, en fait, et qui le projette sur les États-Unis. On est en 1942. Hein. Donc, à nouveau, la guerre, pas froide du tout, cette fois-ci, mais l'arme atomique n'existe pas. Les premiers traits, la première apparition du blob, et il fait tout ce que feront tous les autres blobs, c'est assez étonnant, tout est déjà là. C'est avant l'arme atomique. C'est l'invention d'un matériau néfaste pour l'homme. Assez étrange, et qui nous oblige quand même à réviser un petit peu les conceptions trop faciles, guerre froide, guerre nucléaire. En fait, dans Outer Limits, la bande dessinée que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est aussi un inventeur qui produit un blob, et il le compare au Nutty Patty qu'utilisent ses enfants. Alors, je ne sais pas si vous avez joué au Nutty Patty, certains d'entre vous, je le pense, sauf qu'ils ne l'appelaient pas comme ça. Dans les années 60, c'est un jeu très fameux d'une sorte de pâte à modeler plus molle que la pâte à modeler, qui peut rebondir alors même qu'elle est presque liquide, qui permet de faire des formes absolument incroyables, et donc qui est à la fois informe et qui, pour la première fois, peut prendre toutes les formes. Ce n'était pas prévu ça au programme. En fait, si vous y avez joué, c'est plutôt les garçons, et ça s'appelait Slime. Et c'était vert et c'était dégueulasse. Et c'était génial pour faire frémir les filles. À l'époque, on l'appelle Nutty Patty, Silly Patty et Moon Blob. C'est un blob lunaire. Les jouets des enfants informes et polyformes s'appelaient de la même manière que le blob. Et d'ailleurs, dans la BD de 52, le blob pouvait prendre toutes les formes. Il se transforme en serpent, en araignée, etc. On a là une équation étrange qui s'est formée, vous l'avez vu, 42, 52, dès avant même la naissance officielle du blob, et qui a nourri toute une autre mythologie positive du même matériau. Parce qu'en 61, naît Flubber. C'est un savant qui invente un matériau semi-liquide, semi-solide, vert, en fait on est en noir et blanc, hein, donc il sera vert beaucoup plus tard, et qui, contrairement au blob, a toutes les qualités. Il rebondit, il produit de l'énergie, il permet de voler, etc. Vous aurez la suite, Son of Flubber, et puis vous aurez le fameux Flubber de Robin Williams que vous avez peut-être vu en famille. Tout seul, ça m'étonnerait. À ce moment-là, c'est de tout autre personnage qu'il faut convoquer. C'est les Shmoo, espèce de matériau dessiné par Al Capp qui peut tout faire, qui peut se transformer en tout, y compris en nourriture. C'est les Barbapapa. Regardez ce beau Barbapapa rose. C'est le contraire même du blob. C'est-à-dire qu'il fait strictement la même chose, sauf que lui, il est gentil. Et ici, il construit sa maison. En quoi, à votre avis? En plastique. En fait, on pourrait se demander si tous ces matériaux informes, synthétiques, capables de prendre toutes les formes, remplaçant les vraies formes de vie, ne sont pas une auscultation de l'arrivée du plastique dans la société américaine, qui remplace tous les objets, qui commence à remplacer les meubles dans les années 50, puis ça continue avec les années 60, qui crée des environnements vécus. Pensez à Joe Colombo ou pensez à ce magnifique bureau gélule de Charrier en 1969, et qui prétend même devenir architecture. Le blob 58, 57, la maison Monsanto, entièrement en plastique, présentait à Disney World. Le plastique est en train d'envahir le monde, comme le blob. On pourrait même montrer ça. L'architecture pneumatique qui suppose des matériaux synthétiques. Ça, c'est le magnifique Diodon de Jean-Paul Jungmann, dont s'inspire très évidemment le Future is Now de Knox, et qui pourrait aussi bien rappeler, enfin, il ne la rappelle pas, il est avant, la maison de dessin animé recouverte par le blob, et dont l'intérieur sera lui-même entièrement rose, comme on le voit sur d'autres images. En fait,
Le blob a très certainement servi dans les années 50, 60, voire 70 à une psychanalyse du plastique. Une auscultation de tout ce qu'il avait de merveilleux, les chemous, les barbapapa, le flubber, et tout ce qu'il avait d'inquiétant, le blob, le slime, les jellymen, etc. Évidemment, si je dis psychanalyse du plastique, vous entendez psychanalyse du feu. Sauf que Bachelard s'en tenait aux éléments, l'air, le feu, la terre, l'eau, c'est-à-dire qu'il renvoyait dans les limbes de l'humanité tout ce qui avait suivi, le béton, le plastique, les nouvelles techniques, tout ça n'ayant ni inconscient, ni imaginaire, et ne faisant que perdre l'homme. J'ai dit la dernière fois dans la discussion ce que je pensais de Bachelard. En fait, je le trouve très inspirant, sauf qu'il faut juste le corriger et proposer la psychanalyse du plastique ou la psychanalyse du béton. Pourquoi pas? La psychanalyse du plastique, vous voyez qu'il n'y aurait même pas besoin de changer la couverture, c'est pratique, puisqu'elle est déjà tout à fait blobesque, et que c'est un peu ce qu'on vient de faire. Et on pourrait même garder la même couverture pour faire la psychanalyse du médium informatique en architecture, qui est exactement ce que nous faisons depuis 2 séances entre la mer qui devient le monstre qui devient la mer, etc. On est en pleine psychanalyse. Le blob est un outil de psychanalyse depuis toujours. Il interroge les techniques et les matériaux. Il a interrogé le nucléaire, il a interrogé le plastique, il interroge le médium informatique. Et d'ailleurs, et c'est la dernière chose sur laquelle je m'arrêterai, en fait, la rencontre entre le blob et l'informatique a eu lieu avant Greg Lynn. Personne ne le dit jamais, mais en 89, vous aviez des jeux électroniques qui mettaient The Boy and His Blob. Et c'était un blob très sympathique, une sorte de barbe à papa qui se transforme en parapluie, en échelle, etc., qui vous aide dans votre progression vers la princesse Blobette. Ou vous aviez le blob en 93 sur Amiga, très sympathique, vous avez vu ses grands yeux. Ou Slime en 86, et puis Putty, toutes ces petites têtes sympathiques. Aujourd'hui, si vous allez sur Google Play et que vous tapez blob, vous avez plein de petites têtes charmantes. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas poursuivi par le blob la plupart du temps. Vous êtes à sa place. En fait, la rencontre Binary Large Object, blob, avait déjà eu lieu. Mais elle avait amené un personnage sympathique. Regardez, c'est un petit livret IBM d'apprentissage, blob, avec la tâche gentille. Ils ont déjà fait le rapport. Ils sont déjà en train d'inventer une créature positive. Ce qui fait que quand Greg Lynn revient aux blobs les plus néfastes, en fait, à côté, il y a les blobs gentils. Ils sont là. L'architecture est toujours prise dans cette chose ambivalente, positive et négative à la fois. Ça, c'est un jeu extraordinaire. 2008, c'est après. C'est un petit blob qui descend sur la ville et il repeint les immeubles au fur et à mesure qu'il les touche. Il met de la couleur dans la ville et il la sauve de la dictature de la grisaille. Donc en fait, notre blob, il est entre ça et ça. Ou plutôt, il est toujours ça et ça à la fois. Il est à la fois carcéral et positif. Il est l'invention d'un nouvel habitat et la critique de ce nouvel habitat. Le fantasme positif et négatif de ce même habitat. D'ailleurs, ça, je ne vous l'ai pas dit au départ, mais c'était une scène de blob. Matrix a une scène de blob évidente. Regardez, c'est strictement la même chose. Ils sont immergés dans cette gélatine rose. Et puis quand il sort un bras, eh bien, il nous rappelle celui-ci qui déjà avait un bras en dehors. Et puis, quand il est comme ça, eh bien, il nous rappelle celui-ci qui est cité par Greg Lynn. Il est en train de sortir du blob, l'autre est en train d'y rentrer, mais c'est visiblement la même scène tournée à l'envers. On ne sait plus, en regardant cette image, si on est en train d'être aspiré par le blob ou si on est en train d'en sortir. Alors, j'ai eu l'occasion de définir, il y a un certain temps, ce que pouvait être une architecture cathartique
confrontée aux catastrophes du monde et les mettant en scène. Ici, cette architecture met en scène la catastrophe de sa naissance, de son médium, sa propre catastrophe. Elle s'interroge perpétuellement. Et je trouve personnellement assez extraordinaire que l'architecture soit capable de faire cela, de promouvoir des techniques nouvelles, un habitat nouveau et de l'interroger en même temps. Et sur ce, je vous remercie.